Mes parents ont donné 100 000 $ à ma sœur pour son mariage et m'ont dit, tu ne mérites aucune aide. Alors, j'ai coupé les ponts et j'ai continué ma vie. 3 ans plus tard, ma sœur est passée devant ma maison à 2 millions de dollars et a appelé ma mère en pleurant, pourquoi est-ce qu'elle a ça? Je m'appelle Sarah et j'ai 28 ans. J'ai grandi dans une famille de la classe moyenne à Boston où mon père travaillait comme chirurgien et ma mère enseignait à l'université locale. Ma sœur aînée, Vanessa, a toujours été l'enfant prodige. Quand elle s'est fiancée, mes parents lui ont joyeusement donné 100 000 $ pour le mariage de ses rêves. 2 semaines plus tard, quand j'ai annoncé mes fiançailles avec John, j'espérais un soutien similaire. Au lieu de cela, ils m'ont convoqué pour une discussion familiale qui m'a laissé stupéfaite et le cœur brisé. Avant que je vous raconte ce que mes parents m'ont dit, mettez un j'aime et abonnez-vous si vous regardez cette vidéo. Je vous promets que cette histoire vous montrera à quel point vous pouvez être puissant face au rejet. De l'extérieur, nous semblions être la parfaite famille américaine. Papa était un chirurgien orthopédiste respecté à l'hôpital général du Massachusetts et maman était une professeure titulaire d'anglais à l'université de Boston. Nous vivions dans une belle maison coloniale dans un bon quartier, partions en vacances familiales annuelles et célébrions les fêtes avec la famille élargie. Mais sous cette surface polie, il y avait toujours une hiérarchie tacite dans notre maison. Vanessa, née 3 ans avant moi, réussissait d'une manière ou d'une autre à incarner tout ce que mes parents valorisaient. Elle était douée sur le plan scolaire, socialement gracieuse et désireuse de suivre le chemin de vie qu'ils avaient envisagé. Elle ressemblait plus à notre mère avec les mêmes cheveux blond miel et les mêmes yeux bleus, tandis que je tenais de notre père avec des traits plus sombres. Mais les différences allaient bien au-delà des apparences. Le favoritisme a commencé tôt. Quand est venu le temps du lycée, Vanessa a été inscrite à la Phillips Academy, une école privée d'élite coûtant 30 000 $ par an. Mes parents n'ont ménagé aucune dépense pour son éducation, croyant que cela la mettrait sur la voie du succès et lui apporterait des relations précieuses. Quand mon tour est venu 2 ans plus tard, ils ont expliqué que les frais de scolarité étaient devenus trop chers et m'ont inscrite à l'école publique locale à la place. Nous devons être pragmatiques au sujet des finances, a expliqué maman. De plus, tu as toujours été plus indépendante que ta sœur. Cette indépendance était moins un trait de personnalité qu'une nécessité. Tandis que Vanessa recevait des conseils et un soutien constant, j'ai appris à me débrouiller seule. Quand elle a eu 16 ans, nos parents l'ont surprise avec une Honda Civic flambant neuve avec un gros nœud rouge dans l'allée. Ils ont immortalisé le moment avec des photographies et ont célébré avec un dîner spécial. Tu as prouvé que tu étais responsable, lui a dit papa en lui remettant les clés. Nous sommes si fiers de toi. Quand mon 16e anniversaire est arrivé, il n'y avait pas de voiture qui m'attendait dans l'allée. Au lieu de cela, mes parents m'ont suggéré de trouver un travail à temps partiel si je voulais économiser pour un véhicule. J'ai passé les week-ends et les étés à travailler dans un café local, finissant par rassembler assez pour une Toyota vieille de 10 ans avec des freins douteux et pas de climatisation. Cela t'apprendra la valeur du travail acharné, a dit papa, quand je l'ai finalement acheté. Comme si la leçon avait été intentionnelle depuis le début, le schéma a continué tout au long de nos années d'adolescence. Vanessa a eu droit à un voyage en Europe après son diplôme en récompense de ses réussites académiques. On m'a dit que l'université coûtait déjà assez cher sans y ajouter des voyages. Elle a fréquenté l'université Northwestern, nos parents couvrant toutes les dépenses, y compris un appartement confortable hors campus et une généreuse allocation mensuelle. Quand est venu le temps de mes candidatures à l'université, la conversation a changé radicalement. Nous avons déjà tellement dépensé pour l'éducation, a expliqué ma mère. Les prêts étudiants apprendront la responsabilité financière. Tout le monde a des dettes de nos jours. J'ai réussi à obtenir une bourse partielle pour l'université de Boston, mais j'ai quand même dû contracter des prêts importants. Je travaillais 20 heures par semaine à la librairie du campus tout en suivant un programme de cours complet. Contrairement à Vanessa, qui a étudié l'administration des affaires comme notre père le suggérait, j'ai poursuivi des études en marketing contre leur avis. Ils trouvaient cela moins prestigieux que le droit ou la médecine, les carrières qu'ils espéraient que je choisirais. Le marketing, c'est pour les gens qui n'ont pas pu entrer dans de meilleurs programmes, a commenté mon père lors d'un dîner de fête, sans prendre la peine de baisser la voix. Malgré les comparaisons constantes et les déceptions, j'ai excellé dans mon programme. J'ai figuré au tableau d'honneur chaque semestre et j'ai décroché des stages compétitifs pendant les étés. J'ai développé un réseau d'amis solidaires qui sont devenus comme une famille pour moi. Et plus important encore, durant ma 3e année, j'ai rencontré John.
John étudiait le génie informatique et travaillait au service informatique de l'université pour aider à payer ses études. Comme moi, il avait été élevé avec l'attente de l'autosuffisance. Ses parents étaient des enseignants qui lui avaient clairement fait comprendre que, bien qu'il l'aimait, il ne pouvait pas se permettre de financer son éducation ou son style de vie. Au lieu de se sentir en droit de recevoir leur soutien, il avait relevé le défi avec détermination et courage. Le courant est immédiatement passé entre nous grâce à nos expériences et valeurs communes. Là où Vanessa et moi nous étions éloignés à mesure que nos vies divergeaient, John et moi nous sommes rapprochés à chaque défi. Nous étudions ensemble à la bibliothèque jusqu'à la fermeture, partagions des repas bon marché dans nos petits appartements et rêvions de construire quelque chose de significatif ensemble un jour. Après l'obtention de notre diplôme, j'ai décroché un poste dans une agence de marketing numérique tandis que John a rejoint une société de développement de logiciels. Nous avons emménagé ensemble pour économiser sur le loyer, budgétiser soigneusement nos dépenses et rembourser progressivement nos prêts étudiants. Tandis que Vanessa est retournée vivre chez nos parents pendant un an après l'université, profitant du confort d'un logement gratuit tout en cherchant un emploi à son rythme, John et moi avons avancé de manière indépendante. 3 ans après notre diplôme, John m'a demandé en mariage lors d'une randonnée d'un week-end dans les montagnes blanches. Il n'y a pas eu de mise en scène élaborée ni de bague coûteuse, juste un moment authentique entre deux personnes qui avaient bâti une fondation de respect mutuel et d'amour. La bague avait appartenu à sa grand-mère, une simple alliance en or avec un petit diamant qui signifiait plus pour moi que n'importe quel bijou extravagant. Nous n'avons besoin de rien d'extraordinaire, ai-je dit à John alors que nous commencions à discuter des plans de mariage. Juste quelque chose de petit et de significatif avec les gens qui tiennent vraiment à nous. Nous avons fixé un budget de $10 000, ce qui représentait des mois d'épargne minutieuse. Nous avions prévu d'organiser la cérémonie dans un parc local avec une réception dans notre restaurant de quartier préféré. Pas d'arrangements floraux élaborés ni de robe de créateur, juste une célébration sincère de notre engagement. C'était notre plan jusqu'à ce que Vanessa annonce ses fiançailles avec Grégory, le fils d'un des associés de mon père à l'hôpital. Grégory n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, vivant d'un fonds en fiducie et des relations familiales, mais il venait du bon milieu, avec le bon pédigré, et mes parents étaient ravis de cette union. Je ne savais pas encore que cette annonce déclencherait une série d'événements qui changeraient à jamais ma relation avec ma famille. Le soir où Vanessa a appelé pour annoncer ses fiançailles, mes parents ont organisé une célébration improvisée. Ils ont commandé un traiteur d'un restaurant cher, ouvert des bouteilles de champagne qu'ils gardaient pour une occasion spéciale et invité des amis proches de la famille avec seulement quelques heures de préavis. J'ai reçu l'invitation par SMS, presque après coup. Ta sœur est fiancée, dîner à 19h. Essaie d'être à l'heure. John et moi sommes arrivés à l'heure, trouvant la maison déjà remplie de gens félicitant Vanessa et admirant son énorme bague en diamant. Grégory se tenait à côté d'elle, charmant tout le monde avec des histoires sur sa demande en mariage dans un complexe 5 étoiles aux Maldives. Ma mère voltait autour d'eux comme un papillon ravi, tandis que mon père ne cessait de taper sur l'épaule de Grégory, comme s'il accueillait un fils perdu depuis longtemps. Nous sommes si heureux d'accueillir Grégory dans la famille, a annoncé ma mère pendant le dîner. Et bien sûr, nous voulons leur offrir le mariage qu'il mérite. Mon père a levé son verre, c'est pourquoi votre mère et moi avons décidé de donner à Vanessa et Grégory $100 000 pour leurs frais de mariage. Des exclamations d'approbation ont résonné autour de la table alors que Vanessa poussait un cri de joie et serrait nos parents dans ses bras. J'ai senti John se crisper à côté de moi, mais j'ai serré sa main sous la table. J'étais sincèrement heureuse pour ma sœur, tout en reconnaissant le contraste frappant avec nos propres plans modestes. Plus tard dans la soirée, alors que les invités partaient, Vanessa m'a prise à part pour me montrer son tableau Pinterest de mariage sur son téléphone. Je pense à un mariage à l'étranger dans la Napa Valley, s'est-elle exclamée. 200 invités, minimum, une robe de créateur et un groupe de musique live. Oh, et tu seras l'une de mes demoiselles d'honneur, bien sûr. Pas la témoin, cependant. Ce sera Olivia. Olivia était sa colocataire d'université, quelqu'un qu'elle connaissait depuis moins de 5 ans. J'ai souri et hoché la tête, refoulant la légère piqûre d'être relégué à un statut secondaire, même dans son cortège nuptial. Ça a l'air magnifique, Vanessa. John et moi prévoyons quelque chose de petit, mais nous sommes aussi très excités. Oh, dit-elle, son enthousiasme diminuant légèrement. Quand pensez-vous le faire? Dans environ 6 mois, au Riverside Park. Juste les amis proches et la famille. 6 mois? C'est si tôt. Et en plein air. Et s'il pleut?
Elle avait l'air vraiment confuse, comme si elle ne pouvait pas comprendre qu'on choisisse quelque chose de si simple. Nous voulons que ce soit intime et significatif, ai-je expliqué. Et nous faisons avec ce que nous pouvons nous permettre. Vanessa a jeté un regard vers nos parents qui discutaient avec Grégory. Eh bien, je suis sûr que maman et papa t'aideront aussi, dit-elle, bien que son ton suggère qu'elle en était moins que certaine. Cette conversation a semé une graine d'espoir que peut-être mes parents offriraient une aide pour notre mariage aussi. Pas la somme extravagante qu'ils avaient donnée à Vanessa, mais quelque chose pour indiquer qu'ils accordaient la même valeur à mon bonheur. Avec cet espoir en tête, John et moi avons décidé de leur parler directement le week-end suivant. J'ai appelé ma mère et lui ai demandé si nous pouvions venir dîner pour discuter de nos plans de mariage. Il y a eu une pause au bout du fil avant qu'elle n'accepte, suggérant le dimanche soir. Quand nous sommes arrivés, l'atmosphère était sensiblement différente de l'ambiance festive de l'annonce de Vanessa. La maison était calme, pas de dîner spécial préparé. Ma mère avait fait une simple lasagne, et mon père regardait le golf dans le salon jusqu'à ce que ma mère l'appelle à table. Nous avons fait la conversation pendant la majeure partie du repas avec mes parents, demandant à John des nouvelles de son travail et commentant la météo récente. C'était comme s'ils évitaient délibérément le sujet que nous étions venus aborder. Finalement, alors que ma mère servait le café, j'ai décidé d'aborder le sujet. Donc, John et moi avons planifié notre mariage, ai-je commencé. Rien d'élaboré, juste une petite cérémonie au Riverside Park avec une réception au restaurant Martinelli après. Nous avons économisé, mais ça va quand même être serré avec nos prêts étudiants et le loyer. Mes parents ont échangé un regard que je n'ai pas tout à fait pu interpréter. Mon père s'est éclairci la gorge. « Et qu'attends-tu exactement de nous ?» demanda-t-il, son ton me mettant immédiatement sur la défensive. « Nous n'attendons rien », intervint poliment John. Mais Sarah a pensé que ce serait bien de discuter pour savoir si vous voudriez contribuer d'une manière ou d'une autre, comme c'est la tradition dans de nombreuses familles. Ma mère a posé sa tasse de café avec un tintement. La tradition, c'est pour les couples traditionnels, dit-elle. Les couples qui suivent le bon ordre des choses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ai-je demandé, sentant un frisson se propager dans ma poitrine. Mon père s'est penché en avant, croisant les mains sur la table. Ça veut dire, Sarah, que ta sœur a toujours fait des choix qui correspondent aux valeurs de notre famille. Elle a fréquenté les bonnes écoles, poursuivi une carrière respectable, et se marie dans une famille qui améliorera son statut social et sa sécurité. Tandis que toi, a poursuivi ma mère, tu as constamment choisi de faire les choses à ta manière. Tu as rejeté nos conseils sur l'université. Tu as choisi une carrière dans la publicité, de toute chose, et maintenant tu prévois de te marier. Elle s'est interrompue, jetant un regard à John comme s'il était un meuble qu'elle ne savait pas trop où placer. Un ingénieur en logiciel, a complété John, sa voix stable malgré l'insulte évidente. Quelqu'un que nous connaissons à peine, a corrigé mon père. Quelqu'un d'un milieu qui, franchement, ne correspond pas au cercle social de notre famille. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. John est brillant, gentil et travailleur. Ses parents sont des éducateurs. Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec son milieu ? Il n'y a rien de mal à être enseignant, a dit ma mère d'un ton qui suggérait tout le contraire. Mais Vanessa fait un mariage qui assurera son avenir. La famille de Grégory a des relations, des ressources, une position dans la communauté. Donc, c'est une question d'argent, ai-je demandé, incrédule. C'est une question de choix, a dit fermement mon père. Et le simple fait est, Sarah, que tu ne mérites pas la même aide que Vanessa. Tu ne l'as pas mérité. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Tu ne mérites pas. Tu ne l'as pas mérité. Qu'aurais-je dû faire pour mériter votre soutien, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Épouser quelqu'un de riche. Étudier ce que vous vouliez que j'étudie. Être quelqu'un d'autre que ce que je suis. Ma mère a soupiré comme si j'étais délibérément difficile. Cette attitude est exactement ce dont nous parlons. Vanessa comprend les obligations familiales. Elle nous rend visite régulièrement, assiste aux événements avec nous, maintient les bonnes relations sociales. Que as-tu fait à part poursuivre tes propres intérêts sans aucun égard pour la façon dont cela rejaillit sur cette famille ? Nous avons travaillé dur, ai-je dit, retenant mes larmes. Nous avons payé notre propre chemin, bâti des carrières dont nous sommes fiers, trouvé le bonheur ensemble. Je pensais que ça compterait pour vous. Ce qui compte, a dit froidement mon père,
c'est que nous donnons 100 000 $ à Vanessa pour son mariage parce qu'elle le mérite. Nous assisterons à ton mariage en tant qu'invités, mais n'attends pas de soutien financier. Tu as fait tes choix indépendants, maintenant vis avec. John a pris ma main sous la table, son contact manquant alors que la pièce semblait tourner. Je pense que nous devrions y aller, dit-il doucement. Alors que nous nous levions pour partir, ma mère a ajouté un dernier coup. Vanessa a toujours tout fait correctement. Je suis désolé de le dire, Sarah, mais tu n'as été qu'une déception. Le trajet de retour s'est déroulé dans un flou de larmes et d'incrédulité. Les parents qui auraient dû m'aimer inconditionnellement venaient de confirmer ce que je soupçonnais depuis des années, à leurs yeux, je ne serai jamais à la hauteur de ma sœur. Non pas à cause d'une défaillance morale ou d'un manque de réussite, dû simplement parce que j'avais choisi d'être authentiquement moi-même plutôt que la fille qu'ils voulaient que je sois. Cette nuit-là, alors que John me tenait dans ses bras pendant que je pleurais, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. Si ma famille ne pouvait pas m'accepter tel que j'étais, il était peut-être temps de redéfinir ce que la famille signifiait pour moi. Le matin après ce dîner dévastateur avec mes parents, je me suis réveillé avec les yeux gonflés et une douleur dans la poitrine qui semblait physique. John avait déjà fait du café et était assis à notre petite table de cuisine, recherchant des lieux de mariage économiques sur son ordinateur portable. Peut-être qu'on pourrait réduire encore plus la liste des invités, a-t-il suggéré alors que je le rejoignais. Ou repousser la date de quelques mois pour économiser davantage. J'ai secoué la tête, encore en train de digérer les événements de la nuit précédente. Je n'arrive pas à croire qu'ils m'ont vraiment dit ces choses. À nous. John a tendu la main sur la table pour prendre la mienne. C'est leur perte, a-t-il dit simplement. Nous allons construire une vie incroyable ensemble, avec ou sans leur bénédiction. Sa confiance tranquille m'a rassuré. Mais je ressentais toujours le besoin de parler à la seule personne qui pourrait comprendre la complexité de ma relation avec nos parents. J'ai décidé d'appeler Vanessa, espérant que la solidarité entre sœurs transcenderait nos différences. J'ai attendu plus tard dans l'après-midi, quand je savais qu'elle serait en pause déjeuner. L'appel a abouti après plusieurs sonneries. Sarah, c'est une surprise. Tout va bien? Son ton était agréable mais distrait. Pas vraiment, ai-je admis. J'ai dîné avec maman et papa hier soir pour discuter de nos plans de mariage, et ça ne s'est pas bien passé. Oh, dit-elle soudainement, semblant mal à l'aise. Ils ont mentionné que tu pourrais demander de l'argent. La manière désinvolte dont elle l'a dit m'a piqué. Pas seulement la supposition que j'avais demandé la charité, mais le fait que mes parents avaient déjà discuté de la situation avec elle. Je ne demandais pas d'argent, ai-je clarifié. Je pensais juste qu'ils pourraient vouloir contribuer à mon mariage comme ils le font pour le tien. Mais ils ont été très clairs sur le fait que je ne mérite pas leur aide. Il y a eu une pause au bout du fil. Écoute, Sarah, je ne veux pas me mêler de ça, mais tu dois admettre que tu as toujours fait les choses à ta manière. Tu ne peux pas t'attendre au même soutien quand tu ne suis pas le chemin qu'ils ont tracé. J'ai senti ma gorge se serrer. Donc, tu es d'accord avec eux pour dire que je ne suis pas méritante parce que j'ai fait mes propres choix. Ne sois pas si dramatique, soupira-t-elle. Ce n'est pas une question de mériter. C'est une question d'attente familiale. Je les ai remplies. Tu t'es rebellé contre elles. Les actions ont des conséquences. Des attentes comme quoi? Épouser quelqu'un de riche, suivre une carrière qui ne m'intéresse pas, ne sois pas jalouse de moi parce que j'ai choisi le bon chemin, a rétorqué Vanessa. Grégory et moi partageons les mêmes valeurs que maman et papa. Nous participons aux traditions familiales. Nous maintenons les bonnes relations sociales. Nous considérons comment nos choix rejaillissent sur le nom de la famille. Que as-tu jamais fait à part poursuivre ton propre agenda? C'était étrangement similaire à ce que ma mère avait dit. J'ai alors réalisé que Vanessa ne serait pas mon alliée dans cette affaire. Elle avait trop investi dans la dynamique familiale telle qu'elle était, avec elle comme l'enfant prodige et moi comme la déception. Je pensais que tu pourrais comprendre, ai-je dit doucement. Ou au moins reconnaître à quel point c'est injuste. La vie n'est pas juste, Sarah. Certains d'entre nous travaillent dur pour maintenir l'harmonie familiale tandis que d'autres font ce qu'ils veulent et se plaignent ensuite des conséquences. Écoute, je dois y aller. Grégory m'attend pour aller voir des lieux de mariage potentiels. L'appel s'est terminé, et avec lui mon dernier espoir de trouver de la compréhension au sein de ma famille. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis jeté à corps perdu dans le travail, restant tard au bureau et prenant des projets supplémentaires. John s'inquiétait pour moi,
mais comprenez mon besoin de me concentrer sur quelque chose de productif plutôt que de ressasser la douleur. Pendant ce temps, les préparatifs du mariage de Vanessa avançaient à toute vitesse. Ma mère envoyait des SMS de groupe avec des mises à jour sur la sélection des lieux, les arrangements floraux et les essayages de robes. Chaque message était comme du sel sur une plaie, mais je répondais avec un bref enthousiasme poli. J'ai reçu une invitation formelle de demoiselle d'honneur par la poste, accompagnée d'une liste d'attente, notamment la participation à 5 événements pré-mariage, l'achat d'une robe spécifique coûtant près de $1000, et une contribution à un week-end d'enterrement de vie de jeune fille de luxe à Miami. Le fardeau financier seul aurait été important, mais c'était le coût émotionnel que je ne pouvais pas supporter. Après mûre réflexion, j'ai appelé Vanessa pour décliner le rôle de demoiselle d'honneur, proposant à la place d'assister en tant qu'invitée ordinaire. Sa réaction a été immédiate et furieuse. C'est tellement typique de toi, Sarah. Toujours à penser à toi au lieu de soutenir ta famille. Tout le monde va se demander pourquoi ma propre sœur n'est pas dans mon cortège. Tu peux leur dire la vérité, ai-je suggéré. Que je ne peux pas me permettre l'engagement financier en ce moment. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de ton attitude. Tu as toujours été jalouse de moi et maintenant tu essaies de gâcher mon jour spécial. Aucune explication n'a pu la convaincre que ma décision n'était pas motivée par la jalousie. La conversation s'est terminée avec sa menace de me désinviter complètement, bien qu'une invitation formelle soit tout de même arrivée par la poste 2 semaines plus tard. À l'approche de la date du mariage, John et moi avons discuté de la question de savoir si nous devions y assister. Une partie de moi voulait éviter l'événement et le champ de mines émotionnelles inévitables qu'il représentait. Mais une autre partie sentait que ne pas y assister ne ferait que renforcer leur récit sur moi étant égoïste et peu solidaire. Nous irons, a décidé John. La tête haute, soyons polis, et partons aussi nécessaire. Nous n'avons rien à nous reprocher. Le jour du mariage de Vanessa s'est levé, clair et lumineux. Un parfait samedi de juin dans un vignoble de la Napa Valley. John et moi sommes arrivés tôt, bien habillés, mais sans ostentation. Le lieu était spectaculaire avec des vignes en fleurs, des tables élégamment dressées, et un quatuor à cordes jouant doucement en arrière-plan. Chaque détail criait la dépense et le privilège. Je me suis rendu à la suite nuptiale pour offrir mes félicitations avant la cérémonie. Vanessa était entourée de ses demoiselles d'honneur, toutes vêtues de robes lavande identiques. Elle était magnifique dans une robe de créateur sur mesure qui coûtait probablement plus que tout notre budget de mariage. Sarah, m'a-t-elle salué froidement. Je suis contente que tu aies pu venir. Tu es magnifique, ai-je dit sincèrement. Félicitations. Elle a accepté le compliment d'un hochement de tête. Maman vous a placé, toi et John, à la table 11 avec les cousins du côté de papa. J'espère que ça va. La table 11, j'ai découvert plus tard, était la plus éloignée de la table d'honneur, nichée derrière un grand arrangement floral. Nous étions assis avec des parents éloignés qui semblaient confus quant à notre identité. Une vieille grand-tante a demandé à plusieurs reprises à John s'il était, le garçon photographe. Pendant la réception, mes parents ont fait le tour des tables, s'arrêtant à chaque table pour discuter avec les invités. Quand ils sont arrivés à la nôtre, leur salut a été cordial mais bref. Sarah, John, content que vous ayez pu venir, a dit mon père avec raideur, comme si nous étions des connaissances professionnelles plutôt que de la famille. Belle cérémonie, ai-je offert. Vanessa a l'air heureuse. Elle le mérite, a répondu ma mère. Elle nous a toujours rendus fiers. Le sous-entendu flottait dans l'air entre nous, contrairement à toi. Le véritable coup de poignard est venu pendant les toasts. Mon père s'est levé, verre en main, et a parlé de la joie de voir sa fille grandir pour devenir une femme exemplaire qui avait réalisé tous les espoirs qu'ils avaient pour elle. Vanessa n'a jamais fait un faux pas, a-t-il dit fièrement. Chaque choix, chaque décision a été réfléchie et alignée sur les valeurs de notre famille. Et maintenant, elle a trouvé un partenaire qui partage ses valeurs et l'aidera à continuer notre héritage familial d'excellence. Ma mère a suivi avec son propre discours, soulignant l'adhésion de Vanessa à la tradition et au devoir familial. Certains enfants suivent leur propre chemin, a-t-elle dit, son regard me trouvant brièvement dans la foule. Mais Vanessa a toujours compris l'importance des attentes familiales. Ce mariage, que nous sommes fiers de soutenir pleinement, est un témoignage de son caractère. Plus tard, pendant la danse, j'ai entendu ma mère parler à une de ses amies. Ma fille cadette n'a jamais tout à fait été à la hauteur des attentes de la famille, disait-elle. C'est dommage,
mais que peut-on y faire? Ils font leur choix. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai trouvé John au bar et lui ai chuchoté que je devais partir. Nous nous sommes éclipsés discrètement pendant une danse de groupe, rentrant à notre hôtel en silence. De retour dans notre chambre, j'ai complètement craqué. Je ne peux plus faire ça, sanglotai-je. Ils ne me verront jamais comme assez bien. Rien de ce que j'accomplirai n'importera jamais parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient pour moi. John m'a tenu dans ses bras, me laissant pleurer. Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter d'essayer d'obtenir leur approbation, a-t-il dit finalement. Peut-être qu'il est temps de construire une vie qui te rend fier, peu importe ce qu'ils en pensent. Cette nuit-là, nous avons pris 2 décisions importantes. Premièrement, nous reporterions nos plans de mariage indéfiniment. L'idée d'une célébration axée sur la famille semblait maintenant vide de sens. Deuxièmement, et plus important encore, j'établirais des limites claires avec mes parents et ma sœur. Plus question de me soumettre à leur jugement et à leur amour conditionnel. Le lendemain matin, j'ai bloqué les numéros de téléphone et les comptes de médias sociaux de ma famille. J'ai envoyé un bref courriel expliquant que j'avais besoin d'espace et que je les contacterais quand je serais prête. Puis, John et moi sommes rentrés chez nous, prêts à nous concentrer sur la construction de notre avenir ensemble, sans l'ombre de la désapprobation familiale planant sur nous. C'était la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais aussi la plus libératrice. Je ne savais pas encore que cette rupture douloureuse nous mettrait sur la voie d'un succès dépassant tout ce que j'aurais pu imaginer. La première année après avoir coupé les ponts avec ma famille a été la plus difficile. Les anniversaires, les fêtes, et les mardis soirs aléatoires où un souvenir d'enfance refaisait surface de manière inattendue sont tous devenus des moments de deuil. Je pleurais non seulement la relation que nous avions, mais aussi celle que j'avais toujours espéré que nous pourrions un jour développer. Le silence de leur part était assourdissant. Pas d'appel, pas de courriel me demandant de reconsidérer ma décision. Cela confirmait ce qu'une partie de moi avait toujours su, leur amour avait été conditionnel, basé sur ma conformité plutôt que sur ma valeur inhérente en tant que leur fille. John m'a suggéré d'essayer la thérapie et, après quelques réticences, j'ai accepté. Ma thérapeute, Dr Lavigne, m'a aidé à comprendre les schémas de négligence émotionnelle qui avaient défini mon enfance et leur impact sur mon estime de soi. Ce que vos parents ont fait s'appelle la parentalité conditionnelle, a-t-elle expliqué lors d'une séance. L'amour et l'approbation ne sont donnés que lorsque l'enfant répond à certaines attentes. C'est dommageable car cela enseigne aux enfants que leur valeur inhérente est liée à la performance ou à la conformité. Mais pourquoi ont-ils traité Vanessa différemment? Ai-je demandé, la question qui m'avait hanté pendant des années. Certains parents désignent inconsciemment des rôles à leurs enfants. L'enfant prodige, le bouc émissaire. Cela en dit plus sur leurs propres besoins et insécurités que sur vous deux. Semaine après semaine, j'ai commencé à démêler mon sens de l'identité des attentes de ma famille. J'ai réalisé que les qualités qu'ils avaient critiquées, mon indépendance et ma détermination à tracer mon propre chemin, étaient en fait des forces qui m'avaient bien servi. Un soir, alors que John et moi discutions de ma dernière percée en thérapie, il a suggéré un changement de cap. Je sais que traiter tes problèmes familiaux est important, a-t-il dit. Mais si nous mettions aussi de l'énergie à construire l'avenir que nous voulons, non pas en réaction à eux, mais comme un choix positif pour nous-mêmes? Ces mots ont résonné avec quelque chose de profond en moi. Pendant si longtemps, je m'étais défini en opposition aux attentes de ma famille. À quoi ressemblerait-il de me définir par mes propres aspirations à la place? Le lendemain, j'ai créé un tableau de vision pour notre vie ensemble. Pas le genre superficiel avec des voitures de luxe et des maisons de vacances, mais un tableau axé sur des objectifs significatifs, l'indépendance financière, un travail qui fait une différence, une maison où l'on se sent en sécurité et accueilli, des relations basées sur le respect mutuel et l'attention sincère. John et moi nous sommes tous les deux jetés dans nos carrières avec une concentration renouvelée. J'étais dans mon agence de marketing depuis 3 ans et j'avais acquis une réputation pour mes campagnes numériques innovantes. Lorsqu'un client majeur m'a demandé spécifiquement pour leur projet de rebranding, mon patron m'a confié la direction et une petite équipe à gérer. Le projet était stimulant et très visible, exigeant de longues heures et une résolution créative des problèmes. Mais les résultats ont dépassé les attentes, recueillant les éloges du client et la reconnaissance de l'industrie. 6 mois plus tard, j'ai été promue directrice adjointe avec une augmentation de salaire substantielle. La trajectoire de John était également ascendante. Ses compétences en codage et ses capacités de résolution de problèmes avaient attiré l'attention de la haute direction, et il a été choisi pour diriger le développement d'une nouvelle plateforme logicielle.
La promotion était accompagnée d'options d'achat d'actions et d'un salaire qui a presque doublé ses revenus précédents. Un soir, lors d'un dîner de célébration pour sa promotion, John a soulevé une idée qui allait tout changer. « Et si nous lancions notre propre entreprise ?» a-t-il demandé. « En combinant mes compétences techniques avec ton expertise en marketing. Il y a un vide sur le marché pour les agences qui comprennent vraiment les deux côtés. » L'idée a immédiatement pris racine. Nous avons passé nos soirées et nos week-ends à élaborer un plan d'affaires, à rechercher le marché et à identifier des clients potentiels. 6 mois plus tard, Digital Nexus est né, opérant initialement depuis le salon de notre appartement. Les débuts ont été difficiles. Nous avons investi la plupart de nos économies dans une image de marque professionnelle, un site web élégant et des logiciels essentiels. Nous travaillons 16 heures par jour, John s'occupant du développement technique et moi me concentrant sur l'acquisition de clients et la stratégie marketing. Notre premier client était une petite commerçante locale que j'avais rencontrée lors d'un événement de réseautage. Elle a tenté sa chance avec nous malgré notre portfolio limité. Impressionné par notre approche personnalisée et notre enthousiasme, le projet a été un succès, menant à des recommandations et progressivement à une clientèle croissante. 4 mois plus tard, nous avons décroché notre premier client majeur, une chaîne de restaurants régionale ayant besoin d'une refonte numérique complète. Le projet était complexe et à enjeux élevés, nous obligeant à embaucher 2 pigistes pour nous aider avec la charge de travail. La pression était immense, notre réputation et notre stabilité financière étant en jeu. La nuit précédant la présentation aux clients, nous avons travaillé jusqu'à 3 heures du matin, peaufinant chaque aspect des livrables. Je me souviens d'avoir regardé John de l'autre côté de notre bureau improvisé, son visage illuminé par l'écran de l'ordinateur, et d'avoir ressenti une vague de gratitude. Alors que ma famille biologique avait rejeté notre potentiel, nous construisions quelque chose de significatif ensemble. La présentation a été un triomphe. Le client a non seulement approuvé notre travail, mais nous a également recommandé à plusieurs partenaires commerciaux. En 6 mois, nous avions suffisamment d'affaires régulières pour louer un petit espace de bureau et embaucher 3 employés à temps plein. À la fin de notre première année, Digital Nexus s'était forgé une réputation pour ses solutions innovantes qui produisaient des résultats mesurables. Notre liste de clients comprenait plusieurs marques reconnaissables et nous nous étions agrandis pour former une équipe de 12 personnes. Pendant tout ce temps, ma famille est restée absente de ma vie. De temps en temps, je recevais une carte d'anniversaire générique de ma mère ou un courriel de masse pour les fêtes, m'incluant parmi des dizaines de destinataires. Mon père n'a jamais pris contact. Vanessa a envoyé une annonce rigide de sa première grossesse, adressée à Sarah et invitée, plutôt qu'en incluant le nom de John. Ces petits rappels faisaient encore mal, mais la douleur était atténuée par la joie et l'épanouissement que je trouvais dans la vie que John et moi créions ensemble. Nous avions noué des amitiés étroites avec plusieurs couples qui partageaient nos valeurs et nos intérêts. Nous avions des mentors dans le monde des affaires qui nous fournissaient conseils et soutien. Nous avions bâti une famille choisie qui célébrait nos succès et nous soutenait dans les moments difficiles. Pour notre 3e anniversaire, John a suggéré de revisiter l'idée de se marier. Pas une grosse production, a-t-il précisé, juste quelque chose d'intime avec les gens qui ont vraiment été là pour nous. 2 mois plus tard, nous avons échangé nos vœux dans le jardin de notre restaurant préféré, entouré de 20 amis qui étaient devenus notre famille. Ma collègue Sophia était ma témoin, tandis que le meilleur ami de John de l'université était son témoin. Il n'y avait pas d'arrangements floraux élaborés ni de tenue de créateur, juste des vœux sincères et une célébration authentique. Le coût total s'est élevé à un peu moins de $8,000, une fraction de ce que le mariage de Vanessa avait coûté. Mais alors que nous dansions sous les guirlandes lumineuses avec des gens qui tenaient vraiment à nous, je savais que notre célébration contenait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, l'authenticité. Je n'ai pas invité mes parents ni Vanessa. La décision a apporté une certaine tristesse, mais aussi un sentiment de protection pour ce nouveau chapitre de nos vies. Notre mariage ne serait pas entaché par leur jugement ou leur approbation conditionnelle. Les mois qui ont suivi notre mariage ont apporté des développements inattendus pour Digital Nexus. Une étude de cas que nous avons publiée sur l'une de nos campagnes réussies est devenue virale dans les cercles de l'industrie, attirant l'attention de clients potentiels plus importants et d'investisseurs. Soudain, nous recevions des appels de sociétés de capital risque intéressées à financer notre expansion. Après mûre réflexion et des négociations approfondies, nous avons accepté un investissement qui nous a permis de nous développer de manière significative tout en gardant le contrôle de la direction de l'entreprise. Nous avons déménagé dans des bureaux plus grands,
élargi notre équipe à 30 personnes et développé un logiciel propriétaire qui a rationalisé notre processus et amélioré nos offres de services. 18 mois après avoir accepté l'investissement, nous avons été approchés par une grande entreprise technologique intéressée par l'acquisition de Digital Nexus. L'offre initiale était substantielle, mais John et moi hésitions à abandonner l'entreprise que nous avions bâtie de toutes pièces. Après plusieurs cycles de négociations, nous sommes parvenus à un accord qui dépassait nos rêves les plus fous, 20 millions de dollars, avec nous deux conservés comme consultants pendant 2 ans avec des packages de rémunération considérables. La nuit où les papiers ont été signés, John et moi étions assis sur le sol de notre appartement, une bouteille de champagne entre nous, légèrement hébétés par l'ampleur de ce qui venait de se passer. On l'a fait, a murmuré John, la voix brisée. On l'a vraiment fait. J'ai pensé au chemin parcouru depuis ce dîner douloureux avec mes parents jusqu'à ce moment de succès extraordinaire. Chaque rejet, chaque jugement, chaque fois qu'ils m'avaient dit que je n'étais pas assez bien, m'avait finalement poussé à prouver, non pas à eux mais à moi-même, que je pouvais créer une vie de sens et de réussite selon mes propres termes. Je veux acheter une maison, ai-je dit soudainement. Une vraie maison, quelque part où nous pourrons nous enraciner. John a souri. Je pensais la même chose. Commençons à chercher demain. Je ne savais pas encore que notre nouvelle maison deviendrait le catalyseur d'une confrontation inattendue avec le passé que j'avais travaillé si dur à laisser derrière moi. Avec notre nouvelle sécurité financière, John et moi avons commencé à chercher la maison de nos rêves. Nous n'étions pas intéressés par des démonstrations ostentatoires de richesse, mais nous voulions de l'espace, de l'intimité et une propriété qui reflétait notre esthétique personnelle. Après 3 mois de recherche, nous avons trouvé une superbe maison contemporaine dans un quartier exclusif, situé sur 2 acres avec des arbres matures et une vue sur la ligne d'horizon de la ville. La maison elle-même était d'une perfection architecturale. 4000 pieds carrés de lignes épurées et de design réfléchi. Des fenêtres allant du sol au plafond remplissaient l'espace de lumière naturelle, tandis que de hauts plafonds créaient une atmosphère de calme et d'espace. Le rez-de-chaussée à air ouverte comprenait une cuisine gastronomique qui ferait l'envie de n'importe quel chef, avec des armoires sur mesure, des comptoirs en quartz et des appareils haut de gamme. La suite principale comprenait un coin salon, une cheminée et une salle de bain qui ressemblait à un spa de luxe, avec une baignoire autoportante positionnée pour profiter de la vue sur le jardin privé. 3 chambres supplémentaires offraient beaucoup d'espace pour les invités ou de futurs enfants, tandis qu'une suite bureautique séparée nous permettrait de travailler à domicile si nécessaire. À l'extérieur, la propriété disposait d'un jardin paysager naturel, d'une piscine à débordement élégante qui semblait se fondre avec l'horizon, et d'un patio couvert avec une cuisine extérieure et une cheminée. C'était à tous égards l'antithèse de la maison de style colonial traditionnelle que mes parents avaient toujours valorisée, avec ses pièces formelles et son esthétique conventionnelle. Le prix demandé était juste en dessous de 2 millions de dollars, une somme qui aurait semblé impossible quelques années plus tôt. Maintenant, nous pouvions l'acheter comptant, sans hypothèque. Le jour où nous avons signé les documents de clôture et reçu les clés, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement qui allait au-delà de l'acquisition matérielle. Cette maison représentait la liberté, le résultat tangible d'avoir suivi mon propre chemin, malgré la désapprobation de ceux qui auraient dû me soutenir le plus. Nous avons pris notre temps pour meubler la maison, sélectionnant chaque pièce avec soin pour créer un espace à la fois luxueux et accueillant. Des œuvres d'art modernes d'artistes locaux ornaient les murs, tandis que des sièges confortables invitaient à la conversation et à la détente. Ce n'est pas seulement devenu une vitrine, mais une véritable maison, où nous organisions des dîners pour nos amis et collègues, célébrions les fêtes et construisions notre vie ensemble. Pendant ce temps, nous avons lancé une nouvelle entreprise, une plateforme logicielle conçue pour aider les petites entreprises à être compétitives sur le marché numérique. Avec l'expérience et les relations acquises grâce à Digital Nexus, cette nouvelle entreprise a grandi encore plus vite que la première. En 18 mois, nous avions des bureaux dans 3 villes et une évaluation qui dépassait notre succès précédent. Alors que nos réalisations professionnelles s'accumulaient, j'entendais occasionnellement des bribes d'informations sur ma famille par le biais de connaissances communes. Mon père avait été cité dans un procès pour faute professionnelle médicale qui avait nui à sa réputation à l'hôpital. Bien que l'affaire ait finalement été réglée, l'impact financier avait été important, forçant mes parents à déménager dans une maison plus petite et à ajuster leur style de vie. Le mariage de Vanessa avec Grégory avait également connu des difficultés. La richesse de sa famille, qui avait été un facteur principal dans l'approbation de mes parents, s'est avérée être principalement une illusion maintenue par un endettement excessif et des pratiques financières douteuses. Lorsque l'entreprise de son père a fait faillite suite à une enquête de la SEC,
La façade s'est effondrée. Grégory a perdu son emploi nominal dans l'entreprise familiale et a eu du mal à trouver un emploi sans compétences ni expérience réelle. J'ai appris que Vanessa et Grégory avaient été contraints de vendre leur maison récemment achetée dans le quartier exclusif que mes parents avaient en loué. Ils ont déménagé dans une modeste maison de ville dans une banlieue de classe moyenne, le genre d'endroit que mes parents avaient toujours subtilement dénigré. Vanessa avait pris un emploi dans un service marketing d'entreprise, mettant enfin son diplôme en commerce à profit par nécessité plutôt que par choix. Ces développements ne m'ont pas apporté de joie. Malgré tout, je ne souhaitais pas de difficultés à ma famille, mais il y avait une certaine justice poétique dans l'effondrement des choses même qu'ils avaient valorisées au-dessus des liens authentiques et de l'amour inconditionnel. Un beau samedi de printemps, alors que John et moi prenions le petit déjeuner sur notre patio, discutant des plans pour un gala de charité que nous organisions le mois suivant, mon téléphone a vibré avec un SMS de Sophia, l'une des rares personnes qui connaissait mon histoire familiale. Je viens de voir ta sœur passer lentement en voiture devant ta maison. Je voulais que tu le saches. J'ai senti un frisson malgré la chaleur matinale. Sophia vivait à 3 maisons de la nôtre et avait rencontré Vanessa une fois à notre mariage. Le fait qu'elle l'ait reconnue était déjà assez troublant, mais l'idée que Vanessa espionne essentiellement notre maison était profondément dérangeante. Tu es sûr que c'était elle, ai-je répondu par SMS. Certaine. Elle s'est arrêtée de l'autre côté de la rue pendant plusieurs minutes, juste à regarder ta maison. Je promenais le chien et j'ai croisé son regard. Elle est partie immédiatement. J'ai montré le message à John, qui a froncé les sourcils. C'est étrange. Tu penses qu'elle était juste curieuse ou qu'il se passe autre chose? Je n'en ai aucune idée, ai-je admis. Nous ne nous sommes pas parlé depuis plus de 3 ans. Plus tard dans l'après-midi, ma question a trouvé sa réponse lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'avais pas vu depuis des années, ma mère. Mon doigt a hésité sur le bouton de refus, mais la curiosité l'a emporté. Allô, ai-je répondu avec prudence. Sarah, c'est vraiment toi. La voix de ma mère semblait plus vieille, plus hésitante que dans mon souvenir. Oui, c'est moi. Est-ce que tout va bien? Malgré tout, ma première pensée a été l'inquiétude que quelqu'un soit malade ou blessé. Oui, enfin, aussi bien que possible, elle a fait une pause, semblant rassembler ses pensées. Je pense qu'il est grand temps d'avoir une conversation. Tu ne crois pas? Ça fait trop longtemps. La manière désinvolte dont elle parlait de notre éloignement, comme si cela avait été une décision mutuelle plutôt qu'une réponse à leur rejet, m'a fait serrer le téléphone plus fort. Pourquoi appelles-tu maintenant, après tout ce temps? Ai-je demandé directement. Une autre pause. Tu nous manques, Sarah. Une famille ne devrait pas être séparée comme ça. Et puis, Vanessa a mentionné qu'elle était passée par hasard devant ta nouvelle maison aujourd'hui. Elle a l'air assez impressionnante. Voilà. Pas d'inquiétude pour mon bien-être ou de regret pour le traitement passé, mais la prise de conscience de ma réussite financière. Elle n'est pas passée par hasard, ai-je corrigé. Nous vivons dans une communauté fermée à 40 minutes de son quartier. Elle a dû délibérément chercher notre adresse. Eh bien, peu importe, a continué ma mère, passant sur ce fait. Ça nous a fait réaliser depuis combien de temps nous ne t'avons pas vu. Nous aimerions beaucoup visiter ta nouvelle maison, renouer le contact, mettre le passé derrière nous. J'ai fermé les yeux, traitant la réapparition soudaine de ma famille dans ma vie. 3 ans de silence, puis Vanessa passe devant ma maison, et soudain ils veulent se réconcilier. Je dois y réfléchir, ai-je dit finalement. Je te rappellerai. John a écouté pendant que je racontais la conversation, son expression devenant de plus en plus préoccupée à chaque détail. On dirait qu'ils ont découvert que tu as réussi et maintenant ils veulent en faire partie, a-t-il observé. Le timing est pour le moins suspect. J'ai hoché la tête, la même pensée m'ayant traversé l'esprit. Mais une partie de moi se demande si je ne devrais pas au moins les écouter, pas pour eux, mais pour ma propre paix intérieure. Après de longues discussions, John et moi avons convenu d'une réunion limitée. Je les inviterai chez nous, établirai des limites claires et verrai si une réconciliation authentique était possible ou si leur motif était aussi égoïste que nous le soupçonnions. J'ai rappelé ma mère le lendemain. Vous pouvez venir prendre un café ce samedi à 14 h, ai-je dit, gardant un ton neutre. Juste pour parler. Merveilleux, s'est-elle exclamée. Ton père et moi serons là. Devons-nous apporter quelque chose? Juste vous-même, ai-je répondu. Et maman, Vanessa est aussi la bienvenue.
Il y a eu un moment de silence. Oh, je lui dirai. Je suis sûr qu'elle adorerait te voir. Après avoir mis fin à l'appel, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et de résolution. Quoi qu'il arrive samedi, j'affronterai ma famille depuis une position de force, sûr de la vie et de l'identité que j'avais bâtie pour moi-même. Il n'avait plus de pouvoir sur mon sentiment de valeur ou d'appartenance. Le samedi est arrivé avec un ciel clair et des températures douces. John et moi avons préparé une simple collation de café, de thé et de pâtisserie d'une boulangerie locale, disposant tout sur le patio, avec vue sur la piscine et le jardin. Alors que l'horloge approchait de 14 heures, nous nous sommes positionnés dans le salon, visibles à travers les grandes fenêtres, mais sans attendre anxieusement à la porte. À 14 heures précises, la sécurité du portail a appelé pour annoncer des visiteurs. Quelques minutes plus tard, une voiture que je ne reconnaissais pas s'est engagée dans notre allée circulaire. Mon père est sorti le premier, suivi de ma mère, tous deux semblant plus âgés que dans mon souvenir. La dernière à sortir était Vanessa, son expression difficile à lire de loin. John a serré ma main une fois avant que nous n'ouvrions la porte d'entrée. Le moment était venu d'affronter la famille qui m'avait un jour dit que je ne méritais pas leur soutien. Sauf que maintenant, je me tenais dans une maison de 2 millions de dollars que j'avais entièrement gagnée sans eux. Ouvrir la porte à ma famille après 3 ans de séparation était surréaliste. Mon père avait plus de cheveux gris, des rides profondes autour des yeux qui n'étaient pas là avant. Ma mère avait l'air plus mince. Son apparence soigneusement entretenue montrait des signes de tension. Vanessa, tenant un sac à main de créateur qui semblait neuf mais daté probablement d'une saison précédente, avait l'expression pincée de quelqu'un qui s'efforçait de paraître imperturbable. Sarah, dit ma mère, s'avançant les bras ouverts comme si les années de silence n'avaient été qu'un malentendu mineur. Tu es magnifique. J'ai accepté sa brève étreinte sans la rendre, puis j'ai fait un signe de tête à mon père et à ma sœur. Entrez, s'il vous plaît. Leurs yeux ont balayé notre entrée, admirant le plafond vertigineux, le lustre moderne, l'œuvre d'art originale sur les murs. Ma mère a fait un petit bruit d'appréciation tandis que mon père a redressé ses épaules comme s'il se préparait à une réunion d'affaires plutôt qu'à une réunion de famille. Ta maison est charmante, a offert ma mère alors que je les conduisais vers le salon principal. Si contemporaine. Merci, a répondu John, s'avançant pour se tenir à mes côtés. Nous avons conçu certains éléments nous-mêmes. Mon père a tendu la main avec raideur. John, tu as l'air en forme. Vous aussi, monsieur, a répondu John avec une courtoisie professionnelle. J'ai fait un geste vers les portes-fenêtres du patio. J'ai pensé que nous pourrions nous asseoir dehors. Le temps est parfait. Ils nous ont suivis sur le patio où le cadre offrait un avantage stratégique. La vue spectaculaire fournissait un sujet de conversation naturel tandis que l'espace ouvert empêchait tout sentiment d'être piégé ou acculé. Alors que nous nous installions autour de la table, un silence gênant est tombé. Je n'ai fait aucun mouvement pour le briser, curieuse de voir comment ils commenceraient une conversation qu'ils avaient demandée après des années d'absence. Eh bien, a finalement dit ma mère en prenant une pâtisserie. C'est agréable. La famille réunie à nouveau. Vraiment, ai-je demandé, ma voix calme mais directe. La famille réunie après 3 ans sans un mot? Mon père s'est éclairci la gorge. Allons, Sarah, pas besoin d'être hostile. Nous sommes ici pour renouer le contact. Je ne suis pas hostile, ai-je clarifié, juste réaliste. Vous avez voulu cette réunion, donc je suppose que vous avez quelque chose de spécifique à discuter. Ma mère a jeté un regard à mon père, une communication tacite passant entre eux. Tu nous as manqué, a-t-elle dit, sa voix prenant le ton apaisant qu'elle avait toujours utilisé pour désamorcer les tensions familiales. Nous pensons qu'il est temps de mettre le passé derrière nous. De quel passé parlons-nous exactement, ai-je demandé. La partie où vous m'avez dit que je ne méritais pas votre soutien ou la partie où vous m'avez traité de déception pour avoir fait mes propres choix. Vanessa, qui était restée silencieuse, s'est agitée mal à l'aise sur sa chaise. On dit tous des choses qu'on regrette sur le coup de l'émotion, a-t-elle offert. Ce n'était pas sur le coup de l'émotion, les jeux corrigés. C'était un schéma constant tout au long de ma vie. Et ce n'était pas seulement des mots. C'était des actions, ou plutôt l'absence d'action. Mon père a posé sa tasse de café avec une précision délibérée. Nous avons peut-être été trop durs, a-t-il concédé, la chose la plus proche d'une excuse que j'ai jamais entendue de sa part, mais tu as clairement bien réussi par toi-même. Cette propriété, ton succès en affaires, c'est très impressionnant. Voilà.
La reconnaissance de ma réussite financière plutôt qu'une reconnaissance de la douleur qu'ils avaient causée. J'ai remarqué qu'ils parlaient de « ton succès en affaires », plutôt que de poser des questions spécifiques sur ce que John et moi faisions réellement ou comment nous avions bâti nos entreprises. Nous avons travaillé dur, a dit John, son ton neutre. Bâti 2 entreprises prospères à partir de rien. Oui, nous avons entendu parler de ton entreprise de logiciels, a dit ma mère, s'illuminant. Le fils de Patricia Wilson travaille dans la tech et il a mentionné ton nom à leur dîner le mois dernier. Nous étions si fiers de dire que tu étais notre fille. L'ironie était presque douloureuse. Après des années à exprimer leur déception face à mes choix de carrière, ils revendiquaient maintenant la fierté de mon succès, mais seulement après qu'il ait été validé par leur cercle social. C'est drôle, ai-je dit, incapable de masquer le mordant dans ma voix. Je ne me souviens pas que vous ayez été fiers quand j'ai lancé l'entreprise. En fait, je ne me souviens pas d'avoir eu de vos nouvelles du tout. Mon père a agité la main d'un air dédaigneux. C'est de l'eau qui a coulé sous les ponts. L'important, c'est que la famille se réunisse maintenant. Pourquoi maintenant, a demandé John directement. Pourquoi? Après 3 ans sans contact. La question est restée en suspens, inconfortable mais nécessaire. Ma mère a jeté un regard à Vanessa, puis de nouveau à moi. Eh bien, les familles ne devraient pas rester brouillées, a-t-elle dit vaguement. Et quand nous avons réalisé à quel point tu réussissais, il semblait ridicule de maintenir de vieilles rancunes. Quand vous avez réalisé à quel point nous réussissions, ai-je répété, après que Vanessa soit passée devant notre maison. Vanessa a rougi légèrement. Ce n'était pas comme ça. J'ai entendu par un collègue que vous aviez déménagé dans ce quartier. J'étais juste curieuse. Assez curieuse pour chercher notre adresse et conduire 40 minutes pour la voir, mais pas assez curieuse pour appeler ou envoyer un courriel en 3 ans. La conversation s'est à nouveau enlisée. Les pâtisseries sur la table n'avaient pas été touchées. Mon père, toujours pragmatique, a apparemment décidé de changer de tactique. La vérité, Sarah, dit-il en se penchant légèrement en avant, c'est que notre famille traverse une période difficile. Je ne sais pas si tu as entendu parler du procès. J'ai entendu, ai-je dit simplement. Il a hoché la tête, apparemment soulagé de sauter l'explication. Le règlement a été substantiel. L'assurance en a couvert une partie, mais pas tout. Nous avons dû faire des ajustements. Papa a dû prendre une retraite anticipée, a ajouté Vanessa, et vendre la maison. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit, et je le pensais. Malgré tout, je ne prenais aucun plaisir à leurs difficultés. Et la situation familiale de Grégory a également été difficile, a poursuivi ma mère, jetant un regard compatissant à Vanessa. Les Harrington ne sont pas aussi établis que nous le pensions. Vanessa a baissé les yeux sur ses mains. Grégory est sans emploi depuis presque 1 an maintenant. Et avec le bébé qui arrive. Tu es enceinte, ai-je demandé, sincèrement surprise par cette nouvelle information. Elle a hoché la tête, une lueur d'émotion réelle traversant son visage. 5 mois, une fille. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une pointe de connexion avec cette nièce à naître que je ne connaîtrai peut-être jamais. Mais ce sentiment a été rapidement éclipsé par la prise de conscience que toute cette réunion avait un motif ultérieur, qui devenait de plus en plus clair. Félicitations, ai-je dit sincèrement. Les enfants sont une bénédiction. Ma mère a saisi ce moment de chaleur. Ils le sont en effet, c'est pourquoi la famille est si importante. Se soutenir mutuellement dans les épreuves, célébrer les succès ensemble. Mon père, moins patient avec l'approche indirecte, est allé droit au but. Le milieu médical peut être impitoyable après un cas de faute professionnelle, quelles que soient les circonstances. Je suis consultant maintenant, mais reconstruire ma réputation nécessite des relations, des ressources. Et Grégory a besoin d'investisseurs pour sa nouvelle entreprise, a ajouté Vanessa. Quelque chose dans la tech, comme ce que vous faites, toi et John. Il a d'excellentes idées, il a juste besoin du bon soutien. Et bien sûr, a conclu ma mère, la famille devrait se soutenir mutuellement, comme nous avons soutenu le mariage de Vanessa, par exemple. C'est ce que font les familles. L'audace était à couper le souffle. Après m'avoir dit que je ne méritais pas leur soutien, après des années de silence, ils étaient maintenant assis dans ma maison à attendre une aide financière. Non pas parce qu'ils reconnaissaient leur comportement passé ou montraient un remords sincère, mais simplement parce que nous partagions de l'ADN et que j'avais maintenant des ressources qu'ils voulaient. J'ai regardé John,
trouvant dans ses yeux la stabilité qui avait été mon véritable soutien à travers tout. Puis je me suis tourné vers ma famille, me sentant étrangement calme et lucide. Je pense que je comprends maintenant pourquoi vous vouliez renouer le contact, ai-je dit, ma voix égale. Et j'apprécie votre honnêteté, même s'il a fallu voir ma maison pour la provoquer. Ma mère a souri, apparemment soulagée que le sous-entendu soit maintenant explicite. Alors, tu vas nous aider. Nous pensions à un prêt pour commencer, peut-être 200 000 pour aider ton père à rétablir son cabinet de conseil. Et peut-être la même chose pour l'entreprise de Grégory. La famille qui investit dans la famille. La manière désinvolte dont elle a nommé ces sommes substantielles, comme si elles étaient des jetons insignifiants plutôt que plus d'argent qu'il ne m'en avait jamais offert, a confirmé tout ce que j'avais besoin de savoir sur cette réunion. Je me suis levé lentement, me redressant de toute ma hauteur. Je dois être honnête avec vous aussi, ai-je dit. Je ne vous ai pas invité ici aujourd'hui pour négocier des arrangements financiers. Je vous ai invité parce qu'une partie de moi se demandait si une véritable réconciliation était possible. Mon père a froncé les sourcils, sentant le changement de direction. Sarah, ne sois pas dramatique. Nous discutons simplement de questions familiales pratiques. Non, les jeux corrigés. Vous demandez de l'aide financière à la fille à qui vous avez explicitement dit qu'elle ne méritait pas votre soutien. La fille dont vous avez critiqué les choix de vie et au mariage de laquelle vous avez refusé de contribuer parce que, et je cite, je ne l'avais pas mérité. Vanessa est intervenue. C'était différent. Nous ne savions pas que tu deviendrais si brillante. Ces mots sont restés en suspens, la vérité n'eut enfin exposé. Leur traitement à mon égard était basé sur un calcul de ce que je pouvais leur apporter, non sur un amour inconditionnel ou une croyance en ma valeur. Merci pour cette clarification, Vanessa, ai-je dit doucement. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Je me suis tourné vers mes parents, ne ressentant pas de colère, mais une profonde tristesse pour ce qui aurait pu être. Je pense que vous devriez partir maintenant, tous. Le halètement de ma mère était théâtral. Tu nous mets à la porte, ta propre famille. Je vous demande de quitter ma maison, ai-je corrigé. La maison que j'ai bâtie sans votre soutien ni votre approbation. La maison qui, apparemment, ne m'a rendu digne de votre attention qu'une fois que vous l'avez vue. Mon père s'est levé brusquement. C'est scandaleux, après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi? Ai-je demandé, sincèrement curieuse de sa perception. Il a bafouillé, incapable de fournir des exemples spécifiques. Nous t'avons élevé, éduqué. Vous avez fourni le minimum légal requis des parents, ai-je rétorqué, et avez clairement indiqué à chaque occasion que j'étais moins précieuse que ma sœur parce que je ne me conformais pas à vos attentes. Donc, tu ne nous aideras pas, a demandé Vanessa, sa voix faible. Même pas pour ta nièce? L'appel à l'obligation familiale était ironique, venant de quelqu'un qui était resté silencieux pendant que nos parents rejetaient ma valeur. Pourtant, j'ai ressenti une pointe de compassion pour l'enfant à naître qui entrerait dans cette dynamique compliquée. Je ne soutiendrai pas financièrement la réhabilitation de la carrière de papa ni l'entreprise de Grégory, ai-je dit fermement. Mais je serai prête à créer un fonds d'études pour ta fille, à condition qu'il soit à son nom uniquement et ne puisse être utilisé à aucune autre fin. Mon offre, conçue comme une véritable branche d'olivier pour ma future nièce, a été accueillie avec indignation plutôt qu'avec gratitude. Comment oses-tu nous dicter des conditions, a claqué ma mère, comme si on ne pouvait pas nous faire confiance avec l'avenir de notre propre petite fille. John, qui était resté admirablement contenu tout au long de la conversation, a finalement parlé. Je pense que Sarah a été plus que généreuse étant donné les circonstances. Maintenant, je vous suggère de respecter sa demande de partir. Mon père l'a fusillé du regard. Cette conversation est entre membres de la famille. John est ma famille, ai-je dit fermement. La famille que j'ai choisie, qui m'a soutenu inconditionnellement. Quelque chose sur lequel vous trois pourriez vouloir réfléchir. Il y a eu un moment de silence tendu avant que mon père ne se tourne et ne se dirige vers la porte. Ma mère a suivi, ne s'arrêtant que pour dire « Tu regretteras cet égoïsme, Sarah. Quand nous ne serons plus là, tu souhaiteras avoir été une meilleure fille. » Vanessa s'est attardée brièvement, quelque chose d'illisible dans son expression. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle pourrait dire quelque chose de significatif, peut-être même reconnaître l'iniquité de notre enfance. Au lieu de cela, elle a simplement dit « l'offre pour le fonds du bébé ». Est-ce qu'elle tient toujours? Oui, ai-je confirmé.
contacte mon avocat et nous arrangerons ça. Elle a hoché la tête une fois, puis a suivi nos parents. Je les ai regardés par la fenêtre s'éloigner en voiture, leur véhicule rapetissant jusqu'à disparaître derrière nos portes. Ce n'est qu'alors que je me suis laissé tomber sur une chaise, émotionnellement épuisé. Ça va, a demandé John en s'asseyant à côté de moi. Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je pense que ça ira. Ce que je n'aurais pas pu anticiper, c'était le flot de courriels, de SMS et de messages vocaux qui commenceraient à arriver dans les heures suivant leur départ. Mon père exigeant une reconsidération. Ma mère alternant entre des tentatives de culpabilisation et des menaces à peine voilées d'être déshéritée. Vanessa plaidant pour que je comprenne leur situation difficile. Chaque message confirmait que j'avais pris la bonne décision en maintenant des limites. Ils me voyaient toujours non pas comme une personne méritant le respect et une connexion authentique, mais comme une ressource à utiliser quand cela leur convenait. Cette nuit-là, j'ai décidé d'envoyer un dernier message, un courriel adressé à tous les trois, exprimant exactement ce que j'avais appris de nos années de séparation et de notre brève réunion. Ce serait ma dernière communication pour un très long moment. Les jours qui ont suivi la visite de ma famille ont été émotionnellement turbulents. J'ai fluctué entre la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait et des vagues de deuil pour les relations qui auraient pu être. John m'a donné de l'espace quand j'en avais besoin et du réconfort quand je le demandais, sans jamais suggérer une seule fois que j'avais fait le mauvais choix. Tu as posé une limite, m'a-t-il rappelé. Ce n'est pas du rejet, c'est de l'autoprotection. Une semaine après leur visite, je me suis assise à mon bureau, surplombant notre jardin, et j'ai composé l'email que j'avais rédigé dans ma tête pendant des jours. Ce serait mon dernier mot sur la question, une déclaration de clôture plutôt qu'une invitation à un dialogue plus approfondi. Chère maman, papa et Vanessa, j'ai longuement réfléchi à notre récente réunion. Je veux être clair sur le fait que cet email n'est pas écrit avec colère, mais d'un lieu de clarté qu'il m'a fallu des années pour atteindre. Je ne vous déteste aucun de vous. Je ne vous veux aucun mal. En fait, j'espère que vous trouverez votre chemin à travers vos défis actuels. Cependant, je ne peux pas fournir l'aide financière que vous recherchez. Il ne s'agit pas de vous punir pour un comportement passé ou de retenir par dépit. Il s'agit de reconnaître que notre relation n'a jamais été basée sur le respect mutuel ou l'amour inconditionnel, mais plutôt sur ma conformité à vos attentes. Pour Vanessa, j'ai arrangé une fiducie éducative pour ta fille comme promis. Mon avocat vous contactera avec les détails. Ce n'est pas parce que je me sens obligé, mais parce que je veux que votre enfant ait des options, indépendamment de notre histoire compliquée. Au-delà de cela, je vous demande de respecter ma décision de garder mes distances. Les 3 années que nous avons passées séparées ont été douloureuses, mais aussi réparatrices. J'ai construit une vie qui m'apporte joie et épanouissement, entouré de personnes qui me valorisent pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir ou comment je rejaillis sur eux. Si un jour vous êtes intéressé par une relation basée sur une connexion authentique plutôt que sur un besoin financier, je pourrais être ouverte à cette conversation. D'ici là, je vous souhaite bonne chance, mais j'ai besoin de protéger la paix et le bonheur que j'ai travaillé si dur à créer. Sarah, j'ai cliqué sur « Envoyer » avant de pouvoir me remettre en question, puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Il y avait une finalité dans cette action qui apportait à la fois de la tristesse et du soulagement. J'avais dit ce qui devait être dit, sans cruauté mais aussi sans compromis. La réponse a été prévisible. Mon père a envoyé un message laconique me qualifiant d'égoïste et d'ingrate. Ma mère a écrit un long email détaillant tout ce qu'elle avait sacrifié pour moi, concluant que je lui brisais le cœur. Vanessa a envoyé un texto me remerciant pour le fonds fiduciaire, mais suggérant que j'étais inutilement dur avec nos parents vieillissants. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, John et moi nous sommes concentrés sur l'avancement de nos vies et sur l'impact positif que nous pouvions avoir avec notre succès. Nous avons créé une fondation de bourses d'études pour les étudiants de première génération, en particulier ceux qui poursuivent l'entrepreneuriat sans soutien financier familial. Le programme fournissait non seulement une aide aux frais de scolarité, mais aussi du mentorat et des opportunités de réseautage, le genre de soutien que j'aurais souhaité pendant mes propres années universitaires. Nous avons également créé un programme d'incubateur pour les startups dirigées par des femmes, offrant un financement de démarrage et des conseils à des entrepreneurs prometteuses. Voir ces entreprises passer du concept à des entreprises florissantes apportait une satisfaction plus profonde que n'importe quel achat de luxe ne pourrait le faire. Dans notre vie personnelle, nous avons continué à entretenir la communauté d'amis qui était devenue notre famille choisie. Nous organisions des dîners réguliers, célébrions les étapes importantes ensemble et nous soutenions mutuellement dans les moments difficiles.
Ces relations, basées sur le respect mutuel et l'attention sincère, m'ont montré à quoi ressemblaient de véritables liens sains. 6 mois après la confrontation avec ma famille, j'ai découvert que j'étais enceinte. La joie et l'appréhension de la parentalité imminente ont suscité une profonde réflexion sur le genre de mère que je voulais être, la culture familiale que j'espérais créer. Je veux que notre enfant sache qu'il est aimé inconditionnellement, ai-je dit à John un soir alors que nous discutions des couleurs de la chambre de bébé. Que sa valeur n'est pas liée aux réalisations ou à la conformité. Il le saura, m'a assuré John, parce que nous comprenons tous les deux à quel point c'est important. Au fur et à mesure que ma grossesse avançait, je pensais souvent au schéma de dysfonctionnement familial et à la facilité avec laquelle il pouvait être perpétué sans un effort conscient. J'ai lu des livres sur la parentalité émotionnellement saine, rejoint des groupes de soutien pour les futures mères, et même repris la thérapie pour traiter mes propres expériences d'enfance avant de mettre une nouvelle vie au monde. Un soir, en triant de vieilles photographies pour un livre de souvenirs de bébé, j'ai trouvé une photo de moi à environ 7 ans, debout fièrement à côté d'un projet de foire scientifique. Mon sourire était large, ma posture confiante. Je me souvenais clairement de ce jour, de l'excitation de présenter mon travail, du ruban bleu que j'avais gagné. Ce dont je me souvenais aussi, avec une perspective d'adulte, c'était la réponse tiède de mes parents. La deuxième place, c'est bien, avait dit mon père. Vanessa a gagné la première l'année dernière, bien sûr. En regardant cet enfant plein d'espoir, j'ai fait une promesse silencieuse à mon bébé à naître. Tu ne seras jamais comparé. Tes réalisations seront célébrées pour leur propre mérite, pas mesurées par rapport à la norme de quelqu'un d'autre. Ta valeur ne sera jamais remise en question. 2 mois plus tard, notre fille Emma est née, un bébé en bonne santé de 7 livres avec les yeux de John et mon menton déterminé. En la tenant à l'hôpital, j'ai ressenti un amour si pur et inconditionnel qu'il mettait en évidence, par contraste, la nature conditionnelle de l'amour que j'avais reçu en grandissant. Mes parents et Vanessa ont envoyé des cartes de félicitations obligatoires et un cadeau pour le bébé. J'ai envoyé des notes de remerciements polies mais n'ai pas envoyé d'invitation à visiter. Les limites que j'avais établies restaient importantes, peut-être même plus maintenant que j'étais responsable de protéger non seulement moi-même, mais aussi mon enfant. Alors qu'Emma passait de nourrisson à bambin, j'observais avec émerveillement la personne qu'elle devenait, me réjouissant de son unicité plutôt que d'essayer de la façonner en un moule prédéterminé. Quand elle montrait de l'intérêt pour quelque chose, que ce soit la peinture au doigt ou les blocs de construction, nous encouragions sa curiosité sans jugement ni attente. Pour son 3e anniversaire, alors que nous célébrions avec les amis proches qui étaient devenus ses tantes et oncles honoraires, j'ai réfléchi au parcours qui m'avait amené à ce point. Du dîner douloureux où mes parents m'avaient déclaré indigne à la création d'une entreprise florissante, jusqu'à ce moment de joie simple à regarder ma fille souffler ses bougies, soutenue par des gens qui nous aimaient authentiquement. Le plus grand succès de ma vie n'était pas la maison de 2 millions de dollars ou les entreprises rentables, bien que ces réalisations soient importantes. C'était de construire une vie alignée sur mes propres valeurs plutôt que sur les attentes de quelqu'un d'autre. C'était de créer une culture familiale basée sur l'acceptation et le soutien plutôt que sur l'approbation conditionnelle et la comparaison. Parfois, le plus grand cadeau que nous puissions recevoir est le rejet qui nous force à trouver notre propre chemin. Le fait que mes parents m'aient dit que je ne méritais pas leur aide m'a poussé à prouver, non pas à eux mais à moi-même, que je pouvais créer quelque chose de significatif par mes propres moyens. Leur rejet, aussi douloureux soit-il, m'a finalement libéré des contraintes de leur définition étroite du succès. La famille dans laquelle nous naissons nous façonne, mais elle ne nous définit pas. Parfois, nous devons créer notre propre définition de la famille, rassemblant des personnes qui voient notre valeur et soutiennent notre moi authentique. Et parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour nous-mêmes est de maintenir des limites avec ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas offrir le respect et l'acceptation que nous méritons. Je ne sais pas si ma relation avec mes parents et ma sœur guérira un jour. Ce que je sais, c'est que je n'attends plus leur approbation ou leur validation. Je suis trop occupé à vivre une vie qui me rend fier. À élever une fille qui ne remettra jamais en question sa valeur inhérente et à contribuer à un monde qui reconnaît la valeur au-delà du succès matériel ou du statut social. Je n'ai pas construit cette vie pour prouver quoi que ce soit à ma famille. Mais j'en suis venu à comprendre que parfois, les rejets les plus cruels ouvrent les plus belles portes. On ne sait jamais à quel point on est fort jusqu'à ce que être fort soit la seule option. Avez-vous déjà dû choisir entre les attentes familiales et votre propre chemin? Comment avez-vous géré cette décision difficile? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez mettre un j'aime et vous abonner pour entendre d'autres parcours de dépassement des défis familiaux.
Rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres sur vous, mais par l'intégrité et la compassion avec lesquelles vous vivez votre vie. Merci de votre écoute et puissiez-vous trouver le courage de créer des limites qui protègent votre paix et la sagesse de construire des liens qui nourrissent votre esprit.